processus d'impression de l'ouvrage que nous voyons à travers une série de gestes techniques et mécaniques naître au monde. Ce rapport au livre est essentiel pour Mirbaïev. C'est d'ailleurs également sur l'écriture que commence et se termine Poète. Donc à la fin, on est dans le mémorial dressé à la mémoire du poète kazakh Makhambet Outimissov. Dans toute son œuvre, dans toute l'œuvre de Darejan, transpire un véritable intérêt pour l'histoire de l'écriture et de la puissance de la parole. En 2016, il a fait une série de photographies. Alors ça, c'est juste voilà, quelques images de livres dans le film Poète. Ah mince, je ne suis pas dans le bon ordre. Voilà, qui s'appelle « Portrait de mes amis ». Donc cette série de photographies très originale, où il a photographié des ouvrages qui comptent pour lui. Ça peut sembler très étonnant, il en a même fait un livre. Je vous montre quelques exemples. Voilà. Donc là, c'est d'ailleurs Hermann Hesse, Jeu de billes, à droite. Et donc vous savez que Poète, le film que vous verrez tout à l'heure, est aussi une adaptation d'un très court récit de Hermann Hesse. Voilà Tchekhov à gauche. Voilà quelques-uns. Ça, c'est Mukhtar Awezov, grand écrivain kazakh. Voilà. Et celui-là, je vais finir sur celui-là, Kuzma Petrov-Vodkin, grand peintre russe. Et donc, voilà, avec une petite installation qui rappelle un de ses tableaux d'ailleurs. Alors, chacune de ces photographies s'accompagne donc d'une annotation précise quant à l'édition dont il s'agit, hein, on ne rigole pas, comme dans les bibliographies sérieuses. Et deux choses me frappent à l'examen de ces photographies. D'une part, l'importance accordée à l'objet livre, considéré comme un objet esthétique et signifiant en soi, même lorsqu'il est fermé. D'autre part, que chaque livre transporte avec lui un monde, en imaginaire, évoqué par le choix du lieu de la photographie ou par la mise en scène d'autres objets autour du livre. Cette manière de considérer l'objet livre résonne avec ce que Darejan Mirbaïev nous a dit à Robert et à moi-même lors de notre rencontre récente à Paris. Et je le cite, « Quand on voit quelqu'un qui lit un livre, on se dit qu'il est intelligent. » C'est la même chose au cinéma. Lorsqu'un personnage lit un livre, cela lui donne une autre dimension, une dimension supplémentaire, comme un univers que nous pouvons soudain imaginer en le regardant. Voilà, et donc c'était toutes les... J'ai mis mes images dans le mauvais ordre, mais voilà, c'était quelques exemples des films où on voit, donc presque dans tous les films, des personnages qui lisent, voilà, et l'objet livre en tant qu'objet cinématographiable en soi. Alors, l'autre aspect qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la récitation, qui est également très présente dans les films de Darejan Mirbaïev. Qu'il s'agisse de lire à haute voix un extrait de livre, ou bien de réciter un poème. Ces moments ont toujours un aspect performatif. On l'a vu tout à l'heure avec cette lecture, comme ça, avec une voix très forcée par le poète alcoolique. Comme le rappelle Irina Sandomierskaya, la parole au cinéma peut être analysée selon un degré de différenciation diastratique. La langue et sa construction d'un côté, et sa performance vocale, son intonation, sa prononciation de l'autre. La récitation ne signifie donc pas toujours la même chose en fonction de qui récite. Et là, je vais citer un autre extrait du film Le Poète, mais pareil, je ne vous le montre pas pour gagner un peu de temps, parce que vous le verrez tout à l'heure. Dans le film, à un moment donné, le héros se retrouve chez un espèce d'administrateur, comme ça, pas très intéressé par l'art, et sa fille va réciter un poème d'Edouard Abbasov, qui est en fait un assez mauvais poète soviétique. Et elle le récite comme ça, de façon extrêmement, comme une petite écolière, très sage. Et on voit bien qu'évidemment, cette récitation-là ne provoque pas du tout le même effet sur nous que la récitation qu'on a vue dans le début, enfin dans l'extrait que je vous ai montré de l'étudiant, ou par exemple dans la séquence où justement la jeune femme Beck se met à réciter à Didar son propre poème. Donc voilà, il y a évidemment récitation et récitation. Et dans l'étudiant, à la fin du film, nous entendons la petite fille réciter un des poèmes de son père décédé. Donc, alors ce passage est d'ailleurs traité comme de la musique, puisque ce sont les vers récités qui nous emmènent par-delà la coupe entre les séquences, dans le bus qui emmène la jeune femme au rendez-vous avec le héros, qui est désormais en prison. Et là, je veux bien quand même vous montrer un petit extrait. Жасанады баяғы ауыл, жылыйды күннің шуағы, ақпаныңның аяғы ауыр, жақында көктем туады. Айы күні жақын қалды, ала көйлек ақпанның, тойланады ақын жанды, бір көктемді тапқан күн. Ақпанына қол аяғын,
бауырына алғанда жайып жасыл жаялығын дүние әлем қамданбақ. Жасыл жөргек шайылады, жылға біткен су тасып, құстардың да дайын әні аузын ашса ұйқасып. Көктем бөбек талпынады, жұмсақ жасыл жөргекте, бұдан артық халқыма бұл несі керек жер көкте. Alors, je m'arrête là. Je reviens à ma petite présentation. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que ce procédé est exactement le même que celui que vous verrez du coup dans le film tout à l'heure. Lorsque la jeune femme bègue se met à réciter, ça nous fait là aussi passer en fait le cap de la séquence et nous retrouver ensuite ailleurs, en voiture avec Didar qui rentre chez lui rempli de l'émotion en fait de cette rencontre et de la compréhension mutuelle qu'il y a eu entre cette jeune femme qui aime sa poésie et lui-même. Alors, il faut ici rappeler... J'ai tendance à préférer appeler le film poète Akın, parce qu'en fait, ce terme, si on le traduit par poète, c'est un petit peu réducteur. Je voudrais ici rappeler ce que c'est que ce terme en kazakh. Alors, l'Akın, c'est une notion qui remonte au XVIIIe siècle au Kazakhstan, et c'est un poète, chanteur, improvisateur, qui apparaît sur les territoires qui aujourd'hui correspondent au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. Et donc, évidemment, on voit bien que ce sont vraiment des poètes oraux, en fait, d'abord, avant tout, et qu'on écoute pas seulement pour les mots choisis, mais bien sûr pour la chanson qu'il y a dans leur manière, dans leur voix. Donc, on voit bien comment cette idée de récitation, que ce soit de la littérature ou de la poésie, elle traverse évidemment toute l'œuvre de Darejan, et il était logique qu'on aboutisse à ce film avec ce titre Akın, puisque justement, Akın, c'est pas juste un poète, c'est un poète oral. Alors, donc on voit que cette tension, du coup, entre mots parlés et mots écrits, elle est toujours persistante entre langage quotidien et langage poétique ou littéraire. D'ailleurs, dans le poète, toujours, les agresseurs qui sont venus tuer Makhambet Outiemissov tentent d'abord de l'appâter par la promesse de publier ses poèmes à Orenbourg. Et ils disent cette phrase géniale, « Il paraît qu'en Russie, on peut même imprimer la parole orale ». Voilà, donc il y a justement toujours cette idée d'être presque à l'origine de cette histoire de l'édition. Et cette tension entre parole orale et écriture persiste et se confirme dans un poème que lit Didar, qu'il est censé avoir composé. D'ailleurs, je ne sais pas qui a écrit véritablement ce poème, il faudrait poser la question à Darejan. Donc je vous lis la traduction en français rapidement et j'arrive à ma conclusion, ne vous inquiétez pas. D'abord était le Verbe, le reste n'est que vanité. Le Verbe est Dieu, puis regardant autour, tu vois un monde composé de lettres. Sur les pages de la création, dans ce cahier déchiré, les lignes tombent comme les larmes de doux tourments, mais au début était le Verbe. Voilà. Donc il y a bien, dans l'œuvre de Mirbaïev, je serais tentée de dire, les deux paroles telles que pensées par Merleau-Ponty, pardon pour cet petit écart très théorique, mais vous savez, cette distinction que propose Merleau-Ponty entre paroles parlantes et paroles parlées. Donc les photographies des livres ou les personnages qui lisent dans ces films seraient alors ces paroles parlantes qui nous ouvrent sur des mondes supplémentaires de signification, alors que le silence, tout comme les paroles des personnages en russe et en kazakh, sont bien des paroles parlées, ouvrant sur les réalités sociales du Kazakhstan d'après 1991. Et enfin, le cinéaste nous propose une réinterprétation contemporaine du rapport à la parole orale et à l'écrit dans la culture kazakh. Merci. Des questions? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Oui. Allez-y, allez-y. Apparemment, il faut prendre le micro pour qu'on vous enregistre. Voilà. Oui, bon, encore une fois, merci pour cette présentation. Pardon, en plus le film très... une question et puis ensuite une remarque, disons. Bon, la question, j'ai peur de maladroitement faire un lien géographique et géopolitique qui ne l'est pas. Mais je veux savoir s'il n'y a pas des liens à tisser entre ce rapport à la parole chez Omirbaev et chez Sharonat Bartas. Par exemple, je pense au film Few of Us, où il n'y a aucune parole, où le film, bon, c'est vraiment que je n'ai pas vu, mais il filme en tout cas toute une communauté ou une ethnie, si vous me permettez ce mot-là. Donc je voulais savoir s'il y a des liens comme ça qui veulent tisser en fait ce rapport à l'autre, ce rapport aussi, puisque bon, on parlait du kazakh qui parle kazakh et du kazakh qui parle russe, donc il y a forcément un rapport à la télé, etc.
Et ensuite, la remarque, vous parliez des écrans, et on en parlait ce matin aussi, et c'est quelque chose qui m'amuse, mais j'ai remarqué que Daraja Nurbaev photographie depuis ce matin, en fait, ces films, ces extraits de films, qui là sont utilisés dans un tout autre contexte ou registre, et donc forcément, je trouve ça assez... je ne sais pas si c'est amusant, moi ça m'amuse en tout cas pour ma part, mais voilà, ça c'est juste une remarque en plus. Merci. Oui, merci beaucoup pour vos remarques. Oui, je pense que d'ailleurs l'intervention de Victor était très intéressante. Voilà, on manque toujours de temps pour discuter après les interventions, je n'avais pas rebondi, mais je trouve ça très important d'inscrire de toute façon les cinématographies dans un contexte toujours plus large, mais qui est pertinent. Et donc voilà, tous ces mondes post-communistes, comme tu proposes de l'appeler Victor, ou voilà, post-soviétique, c'est très évidemment qu'il y a quelque chose qu'on peut retrouver dans des thématiques, des manières de traiter le rapport à la parole à une langue d'ailleurs, en fait, qui vient s'imposer ou des choses comme ça. Après, ce que je trouve aussi assez frappant, c'est que justement, on a souvent eu tendance à un peu rabattre le cinéma d'Arajane sur justement le côté silencieux, taiseux. Et alors qu'en fait, quand on regarde attentivement les films, c'est des films très bavards. Enfin, bavards, pas bavards, en tout cas, où il y a beaucoup de paroles, et en fait, la parole est très importante. Et y compris, justement, je crois que c'est toi qui le disais, Robert, ce matin, parfois dans une manière très frontale de dire exactement quelles sont ses préoccupations quand il se met en scène en train d'écouter un philosophe qui parle des deux peuples kazakhs. Bon, voilà, c'est vraiment de façon extrêmement littérale, presque une manière de nous inviter à participer à sa réflexion à lui. Mais voilà, comme presque d'égal à égal. Et sur les écrans, c'est très marrant parce que quand on a fait l'entretien avec Robert, on essayait un peu de lui faire dire, je pense, quelque chose de l'ordre de... Parce qu'on voit dans ces derniers films énormément ces écrans, de téléphone, etc. Et on essayait de lui faire dire quelque chose de l'ordre, je pense, d'une condamnation, d'une prise de position un peu politique contre ça. Et en fait, il refusait absolument. Et il disait, non, mais en fait, j'observe. Moi, j'observe ce qui est. Et j'observe ce qui est, et je ne me positionne pas. Je trouve ça, et je lui dis, alors vous avez beaucoup d'écrans de télévision dans vos films. Il me dit, mais moi, ce que je trouve très bizarre, c'est les cinéastes qui ne mettent pas d'écran dans leurs films. Parce que c'est juste pas la réalité. Voilà, et donc, voilà, il y a un côté, je pense que toi, très observateur, qui fait qu'il peut participer finalement à cette manière de toujours reproduire, faire boucler les images comme il l'a fait aujourd'hui. Voilà, et par ailleurs, il filme aussi des bouts d'intervention, parce qu'après, il va se les faire traduire. Parce que je lui traduis que quelques éléments des interventions, mais il a envie de comprendre un peu mieux. Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait l'impression que tout le monde était très intelligent, parce qu'il ne comprenait pas. Donc il va vérifier ça en traduisant en détail, je pense. La déception.